Atelier a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de formuler collectivement, sur papier, très concrètement, quel RIC nous voulons. Il ne faut pas laisser ça aux élus, parce qu'eux, ils sont en conflit d'intérêts, ils ne veulent pas que ça ait lieu, donc je vais vous démontrer, en vous donnant des exemples très concrets, qu'ils ne nous le donneront pas si on leur laisse tout faire eux-mêmes. Donc, premièrement, voilà, il faut qu'on formule, nous, collectivement, notre exigence sur le RIC. Et deuxièmement, cet atelier, il a aussi pour vocation de renforcer notre esprit critique de façon générale, parce qu'il va fleurir tout un tas de discussions sur le sujet, et notamment nos élus vont nous proposer un RIC, et il va falloir qu'on sache l'analyser individuellement et collectivement. Donc les travaux qu'on va faire cet après-midi vont nous permettre de renforcer notre esprit critique. J'ai trouvé un article qui a été écrit il n'y a pas très longtemps, en 2018, par deux universitaires de sciences politiques de Bordeaux et de Lille, qui explique que la France se distingue de ses homologues européens parce que, je les cite, elles disent que nos élites politiques ont une réticence viscérale à introduire une initiative populaire crédible. En fait, ils prennent un soin très particulier, nos élites, à chaque fois, à dissocier la pétition qui mènerait vers le référendum et le référendum en lui-même, la décision de le mettre en place. Par exemple, au niveau local, ils ont instauré en 2003 un droit de pétition, donc voilà, formidable, tout le monde peut faire une pétition pour qu'il y ait un référendum dans la commune, mais c'est le conseil municipal qui décide s'il y a référendum ou pas. Donc ça fait tomber à plat toute la démarche de la pétition. Pareil au niveau national, en 2008, ils ont mis en place ce qu'on appelle une initiative partagée. Concrètement, il faut qu'il y ait un certain nombre d'électeurs. En l'occurrence, c'est 4,5 millions, donc ils ont en plus mis la barre super haut. C'est 10 fois plus qu'en Italie. Et donc 4,5 millions de personnes qui demandent à l'Assemblée nationale et au Sénat s'ils veulent bien faire un référendum. Mais bien sûr, voilà, on n'a aucun pouvoir de contrainte pour leur dire qu'on veut vraiment un référendum. Ils peuvent faire en sorte qu'au bout de cette pétition qui est très longue, il n'y ait même pas de référendum. D'ailleurs, j'avais trouvé... il y avait un professeur de droit qui avait dit que c'était du coup quasiment impossible que ça ait lieu. Enfin voilà, ils instaurent des choses qui sont complètement absurdes sous couvert de dire mais regardez, on instaure des outils démocratiques. Voilà, donc c'est très important que nous, citoyens, on se saisisse de ces sujets. Finalement, comme l'a dit Boris, tout le monde est capable en fait d'écrire un RIC. Ça relève du bon sens en fait. Il y a des connaissances techniques à avoir pour savoir ce qui se fait ailleurs, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est pour ça qu'on vous a fait un tableau qui tient sur 3 pages. Donc il y a 3 pages comme ça, et on aura un tableau par table. Et ça, c'est juste des exemples, c'est des illustrations, c'est des exemples ou des contre-exemples. Parfois, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas faire. Et vous aurez aussi un document comme ça. Donc il y a les 4 RIC. Il y a le référendum législatif, le référendum abrogatoire, le référendum constituant et le référendum révocatoire. Il y a une colonne, en fait, à chaque fois, il y a un exemple particulièrement intéressant, justement parce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire ou, au contraire, qu'on ne devrait pas faire. Et à côté, en fait, il faudra qu'on formule, nous, nos propositions. Donc, pour faire ça, comme l'a dit Boris, l'atelier va se séparer en plusieurs phases. Donc d'abord, vous allez travailler en groupe de à peu près 5 par table. Donc pendant une durée peut-être de 45 minutes, on verra bien où est-ce que chacun... si la plupart des groupes ont fini avant, peut-être on réduira. Mais donc pendant 45 minutes, en fait, il faudra remplir cette deuxième colonne où il faudra écrire les modalités du RIC qu'on voudrait collectivement. Au bout de 45 minutes, on va fusionner 2 tables. Il y aura un débat qui se fera, où vous exposerez les projets que vous avez faits les uns les autres pour formuler une seule proposition, cette fois non pas pour une table mais pour 2 tables. Et comme ça, on va fusionner les tables petit à petit jusqu'à avoir une proposition commune qui sera faite, dans l'idéal, par le consensus. Le consensus, c'est que tout le monde est d'accord autour de la table, mais ça peut être aussi par le consentement, donc ça veut dire que
que personne ne s'oppose au final, donc on accepte parce que personne ne s'oppose, ou le vote à la majorité. Ce sera à chaque table qui déterminera comment vous voulez choisir de fixer les règles. Donc, je vais vous donner quelques petits exemples dès maintenant de ce qui est dans ce tableau. Il y a des choses très très originales qui ont été expérimentées, parce que tout ce que je vais vous dire et tout ce qui est dans le tableau, c'est des choses qui ont été expérimentées. C'est des choses qui existent déjà concrètement. Donc, on va commencer par le début. Comment lancer une initiative? Comment lancer la procédure du référendum d'initiative citoyenne? Il existe le classique procédé de la pétition. Donc, par groupe ou individuellement, on se réunit et on essaie d'avoir un maximum de signataires. Mais c'est pas seulement... on peut imaginer d'autres modèles. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'initiative individuelle par cercle croissant. Ça a été pensé pendant la Révolution française. C'était notamment Condorcet, dans le projet de constitution qu'il avait fait. C'était qu'en fait, on parte de la commune, ou du quartier, si c'est des grosses communes, et qu'on cherche à ce que 50% de cette petite unité soient d'accord pour qu'un référendum soit lancé. Voilà. À partir du moment où on a ces 50% réunis, on passe au niveau supérieur. C'est le département. Il faut que 50% des personnes dans le département soient d'accord pour qu'il y ait un référendum sur le sujet. Et après, on passe au niveau national pour demander qu'il y ait 50% de la population qui vote par référendum sur le sujet. Donc voilà, on peut imaginer différentes modalités. Donc il y a la pétition, il y a cette initiative individuelle. Là, la différence, c'est que ça part d'une seule personne et que c'est peut-être, voilà, c'est des modalités qui peuvent permettre d'avoir peut-être une rationalisation, qu'il y ait un nombre de pétitions qui soit moins élevé ou qui soit plus sûr. C'est à chacun de juger ce qui est le mieux. Il y a un autre procédé qui s'éloigne un peu du référendum d'initiative citoyenne. C'est qu'en fait, on peut confier à un comité qui pourrait être tiré au sort dans la population le soin de recevoir les sujets qui pourraient être soumis par référendum. Et c'est eux qui décident, en fait, si un référendum est lancé ou pas. C'est ce qu'ils font au Canada. Ils ont fait une expérience dans les années 2000 où ils ont utilisé ce procédé-là. Bon, ça s'éloigne un peu du référendum d'initiative citoyenne, mais je vous le signale comme ça. Voilà. Donc après, il faut aussi se poser la question de est-ce qu'on peut lancer un référendum sur tous les sujets? Peut-être que c'est le point sur lequel il va y avoir le plus de difficultés pour notre gouvernement à nous l'accorder. Donc il faut qu'on y réfléchisse et qu'on le mette sur papier. Je crois que il faut vraiment qu'on se rende compte que si on se contente de dire que c'est en toute matière et on précise rien de plus, derrière ils vont nous mettre des exceptions où ils vont dire oui mais c'est pas assez clair, voilà. Donc il faut vraiment préciser en toute matière et peut-être mettre entre parenthèses mettre toutes les matières, il faut vraiment préciser ça et préciser aussi si on veut mettre des limites. Par exemple, je vais vous donner un exemple très intéressant que je trouve ça formidable. Parce que ça donne beaucoup d'espoir, puis d'un coup on se calme tout de suite, quoi. En Hongrie, ils ont mis en place un référendum d'initiative citoyenne où ils disent que l'initiative est possible, ouvrez les guillemets, dans tout domaine relevant des attributions des compétences de l'Assemblée nationale. Donc c'est dans toutes les compétences que l'Assemblée nationale a, il est possible de faire un référendum d'initiative citoyenne. Ça paraît très large, voilà, on a autant de pouvoir que nos représentants, c'est formidable. L'alinéa d'après, il dit « sauf ». Et alors là, il y a une liste de 8 domaines, et les deux premiers domaines, c'est la Constitution. Donc déjà, voilà, toute la Constitution, on ne peut pas la toucher. Deuxième point, c'est bien sûr la fiscalité. Donc le budget, on n'y touche pas. On ne touche pas non plus aux impôts nationaux. On ne touche pas non plus aux impôts locaux. Enfin voilà, c'est concrètement, c'est un exemple typique de comment on cadre le référendum d'initiative citoyenne jusqu'à ne plus pouvoir rien en faire en fait. Et c'est ça qu'il faut absolument qu'on évite.
Voilà. Après, peut-être sur des limites qui peuvent être plus justes, plus légitimes, hein, pour des personnes qui auraient peur d'atteinte aux droits fondamentaux qui seraient peut-être excessives. Dans le Massachusetts, donc aux États-Unis, ils ont décidé d'interdire le référendum d'initiative citoyenne quand il est contraire aux droits individuels suivants. Et en fait, ils listent les quelques droits individuels sur lesquels il ne faut vraiment pas toucher. Donc, bon. Je vous ai mis l'exemple dans le tableau, mais voilà, en fait, si ça peut permettre de rassurer certains, peut-être de mettre une liste de quelques droits fondamentaux. Mais bon, c'est juste une idée, hein, c'est pas... Voilà. Je voulais aussi vous mettre en garde sur ce que nos institutions sont capables de faire après, avec le référendum d'initiative citoyenne. Il ne suffit pas de dire que c'est en toute matière et voilà, une fois que c'est écrit noir sur blanc, on est en sécurité, si c'est adopté, voilà, il n'y a pas de problème. En fait, par exemple, pour le cas suisse, ils n'avaient pas mis de limite à leur référendum d'initiative citoyenne. Et en fait, dans les années 94-95, c'est tout simplement le gouvernement et le Parlement qui ont dit « Ah ben non, là, on ne peut pas ». Et puis voilà, ils l'ont fait passer et ils ont mis une limite sur les droits fondamentaux. Donc voilà, tout ne sera pas gagné, même si on arrive à l'obtenir, il faudra être très très vigilant, même après, en fait, sur le long terme. Voilà. Après, donc, une fois que l'initiative a reçu le seuil de signature, une fois qu'elle va être, qu'elle peut potentiellement être soumise à référendum, il y a une phase très importante qui a lieu, c'est la phase d'information. Ça, c'est une phase qui est cruciale dans le référendum d'initiative citoyenne, qui ne se réduit pas au vote, mais il y a des débats, il y a une information à mettre en place. Et là, il y a des choses très intéressantes qui ont été faites dans le monde. Par exemple, en Irlande, ils ont mis en place une commission référendaire indépendante, comme ils l'appellent, et en fait, elle veille à ce que l'information soit diffusée de façon impartiale, que tous les points de vue soient entendus, et que des débats soient organisés dans la société. Enfin, elle a vraiment une fonction de veiller à ce que la qualité de l'information soit certifiée. Dans l'Oregon, c'est encore plus intéressant. Ils ont fait c'est un peu sur le modèle de ce qu'a conceptualisé Jacques Testard, c'est le scientifique qui a fait naître le bébé éprouvette. Ça n'a rien à voir, mais en tout cas, il travaille sur ce sujet-là aussi, sur les jurys citoyens. A priori, ça n'a rien à voir, mais en fait, c'est pour les questions de bioéthique, où il se rend compte qu'il faut orienter la science et il faut que ce soit orienté non pas par des experts, mais par la population. Parce qu'en fait, il remet les experts à leur place. Jacques Testard. Il dit que bien sûr que la science est importante, mais elle doit être dissociée de la décision. Ils sont là, les scientifiques sont là pour conseiller la population, mais pas pour décider. Et du coup, il a mis en place des jurys citoyens, par exemple en Afrique, il a mis en place des jurys citoyens sur la question des OGM. Est-ce qu'il faut instaurer les OGM dans certaines localités? Et donc, c'est un petit comité de personnes tirées au sort qui rend un avis au bout de quelques mois après avoir reçu une information contradictoire, donc des gens qui seraient pour et des gens qui seraient contre, et voilà, ils rendent un avis. Et ben c'est ça qu'ils ont fait dans l'Oregon. Ils ont un panel donc de citoyens tirés au sort qui mettent en place et qui rend depuis 2009 des décisions. Ils évaluent les initiatives avant qu'elles soient posées au référendum. Pareil, ils reçoivent des avis contradictoires. Et ensuite, donc, ils rendent un avis qu'ils mettent sur une déclaration qui fait une page, qui est envoyée à tous les citoyens de l'État. Et donc, il y a les principaux arguments qui sont rappelés. Il y a la décision qu'eux, ils pensent qu'il faudrait prendre. Mais le référendum aura quand même lieu et les habitants vont quand même se baser sur leurs propres convictions. Hein. Ils ne se mettent pas à la place des citoyens, mais en fait, ils se sont rendus compte que c'était pris très au sérieux par les citoyens qui en fait, ont beaucoup suivi l'avis de
de ces quelques personnes tirées au sort qui représentaient pour le coup vraiment la population et qui avaient fait un travail approfondi sur le sujet. Pour vous donner quelques exemples de ce sur quoi ils ont travaillé en 2010, ils ont travaillé sur l'accroissement des peines qui sont données en cas de crimes sexuels. Donc voilà, c'est pas des sujets, c'est pas des miettes sur lesquels ils travaillent. Et aussi sur la légalisation de la marijuana pour l'usage médical. Donc voilà, le médical, la justice, enfin voilà, c'est des sujets très très importants dans une société qui sont confiés à ces panels délibératifs pour la phase d'information. Sur cette phase d'information, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant qui avait été fait aussi. C'est au Portugal et en Suisse, les autorités politiques, donc les élus, ont une obligation d'impartialité et de neutralité absolue. En fait, ils ne peuvent pas prendre position officiellement, ils ne peuvent pas orienter en fait les citoyens. Donc c'est intéressant ça aussi. Et sur la question du délai aussi, la question du délai est très importante pour permettre aux gens de s'informer, mais à la fois, voilà, il faut que ce soit un délai juste. Certains proposent 3 mois, d'autres 6 mois, 8 mois, 1 an. C'est des choses sur lesquelles il faudrait que vous réfléchissiez dans le cadre de vos ateliers tout à l'heure aussi. Voilà, donc avant de nous y mettre maintenant, je vous propose donc vraiment de vous rappeler que tout le monde est capable de le faire, que c'est du bon sens, qu'il y a un support qui va vous être distribué à toutes les tables où vous aurez des exemples de concrètement ce qui a été fait pour que vous ne partiez pas de zéro et que vous puissiez comparer les expérimentations entre elles. Mais il faut vraiment que vous sachiez que vous êtes tous capables et que vous devez le faire, parce que si vous le confiez à vos élus qui sont en conflit d'intérêts parce qu'ils n'ont pas scié la branche sur laquelle ils sont assis, eh ben, on n'arrivera pas à avoir l'outil qui nous permette de réellement faire avancer sur tous ces autres sujets qui nous tiennent à cœur, que ce soit la justice sociale, la justice fiscale. Voilà, il faut qu'on s'en charge nous-mêmes et vous verrez que on se prend au jeu en fait. C'est vraiment quelque chose où on se rend compte de l'intérêt et des capacités qu'on a tous en tant que cerveau collectif. Donc voilà, bien préciser, mettez un maximum, essayez pas de faire des phrases épurées, mettez des mots précis et tous les mots qui sont nécessaires, parce que sinon ils vont faire ce qu'on appelle une loi organique, une loi complémentaire où ils vont dénaturer en fait ce qu'on aurait pu écrire ensemble. Mais comment tu vas le rédiger moi j'en suis à comment on formule la question du RIC, et dans ce cas-là, faut pas être juriste. Ah mais non, mais bien sûr que non, mais si je reprends le référendum de 2005, tu as la constitution qui faisait 200 pages de loi, un texte juridique, et la question c'était approuvez-vous, oui ou non, le projet de réforme de constitution européenne? Ça c'est la question. Moi aussi ça me paraît la base qui est une honnêteté dans les signatures, quoi. Comme ça il y a une police du référendum, quoi. Enfin, un truc qui n'est pas de triche, quoi. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de pouvoir sur les médias. Il faudrait avoir une facilité de faire passer les propositions facilement, donc en baissant le taux de participation, le taux de signature. Pour lancer l'initiative. Et plus tard, quand ça sera mis en place, qu'on dira on est trop submergé de questions, on va peut-être voter pour augmenter le seuil de déclenchement. La Constitution, il faut que le seuil soit un peu plus élevé que le reste. Que pour les autres. Nous on avait mis 5% pour Vous avez mis combien de pourcents? Nous on a mis... On s'était pas... Ça, on l'avait pas différencié. Si on veut changer la constitution de la France, qu'on ait la possibilité d'être français, et ça c'est clair, il faut discuter, que plus en plus, au bout de 10 ans, qu'on ait un passeport français et de notre nationalité, quoi. Mais je pense que ça peut être quand même important d'avoir la nationalité française pour changer la constitution française. Enfin, c'est pas élire un maire, quoi. Enfin, moi je pense qu'on fait ça pour unir le peuple et avoir plus d'égalité, c'est important de les prendre en compte aussi, quoi. Ouais, mais bon, moi par exemple, si je vais 2 ans en Iran, 3 ans ou 4 ans, je ne me permets pas de me dire je vais changer la constitution de l'Iran. Ouais. Non, mais si tu y vas pour y vivre et résider longtemps,
temps. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a l'accès après à la citoyenneté française ou iranienne. Qui lance l'initiative. Donc nous, on a décidé, tout citoyen de nationalité française en âge de voter et toute personne titulaire d'une carte de résident de plus de 3 ans pourra donc lancer l'initiative. Au niveau des taux, de la pétition Alors, les taux pour la RC constituante, on avait mis 5%. Et pour le RIC législatif, on a mis 1%. Et révocatoire, 2%. Pour les délais sur les signatures, combien de temps on avait? Vous n'avez pas eu... Nous, 6 mois. On a mis 6 mois. 6 mois, 6 mois. Maximum, ou seuil atteint avant, si c'est avant les 6 mois. Oui, voilà, c'est le maximum. Il y a les deux maximum. C'est Simon, c'est à toi. Mais en fait, ça nous, on est complètement d'accord avec ça. Nous, on est arrivé aux mêmes conclusions. Avant la fusion des tables, on était tombé d'accord, mais après la fusion des tables, on n'est pas tombé d'accord. Du coup, on avait plutôt 1% pour le constituant. Non, les législatifs. Pour le constituant, au contraire, on avait fait 3% pour une révision partielle et 5% pour une révision totale. À notre avis, enfin dans notre groupe majoritairement, le plus important, donc que le pourcentage devait dépendre également du type de RIC. Et par exemple, pour le révocatoire, on pensait même, dans la mesure où il s'agissait de révoquer des élus, que ce pourcentage devait dépendre du statut des élus. Parce qu'on pense que pour révoquer un président, il faut un pourcentage plus important que pour révoquer un... Voilà. Ce titre-là, nous c'est ce qui est ressorti sur notre table. Je pense que c'est important, peu importe le seuil qu'on va fixer, 2%, 1%, que ça soit possible de le réviser par la suite. Parce que justement, on va faire des erreurs. On va se rendre compte que c'est pas réalisable ou que c'est trop ou pas assez. Donc pouvoir l'ajuster par la suite. Donc d'avoir un retour sur expérience. Ça me paraît essentiel. Oui, mais il ne faut pas les mettre trop haut au départ, sinon c'est C'est bon? Peut-être mieux le mettre plus bas que trop. Une question a fait débat, exclure les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution. Donc il y a des personnes qui étaient pour, d'autres contre, donc on l'a quand même mis parce que bon, ça fait débat. Il y a des personnes qui étaient pour exclure certaines matières. Par exemple, aussi, l'entrée en guerre est soumise à un référendum. La légitimité du résultat du référendum pendant 3 ans, et donc seul un référendum peut annuler les résultats d'un référendum. Donc on a décidé que le RIC ne pouvait pas s'appliquer aux droits individuels déjà acquis, ni aux droits fondamentaux déjà acquis. Ce qui laisse sous-entendre qu'on peut en acquérir de nouveaux par contre. Mais ce qui est déjà acquis, on n'y touche pas. Est-ce qu'il y a une instance qui filtre les sujets pour dire ça, ça peut faire partie d'un référendum, ça non? Une instance avant le vote, est-ce qu'il y a eu... Nous, on a décidé pour un organe de contrôle indépendant, donc qui pourrait vérifier le nombre de signatures, qui vérifie aussi la forme et le fond des questions. Donc on va reprendre ce qui était marqué dans le questionnaire, la validité, l'unité, la forme, l'unité de la matière, etc. On était d'accord avec tout ça. Et donc, une fois que ce travail est fait, après, on peut passer au référendum au vote. On est d'accord qu'il y a un tel organe, mais cet organe, il faut que ce soit des citoyens qui soient tirés au sort, parce que sinon, on a vu dans les exemples, dans les autres pays, c'est le Parlement qui fait ça. Et c'est dangereux parce que ça ramène une verticalité et c'est risqué. Donc ouais, on a imaginé un comité d'éthique avec des citoyens qui sont tirés au sort et renouvelés régulièrement pour créer une instance de réflexion en fait qui soit un peu aussi dynamique et en même temps que les questions éthiques soient justement réfléchies parce qu'on avait dit que c'était en toute matière sauf si suppression des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des êtres vivants d'ordre général. Donc c'est pour ça qu'on avait imaginé un comité d'éthique avec tirage au sort. Alors, législativement, on n'avait pas encore tranché. Par contre, constitutionnellement, on avait tranché sur le fait que rien n'était exclu, dans le sens où, puisqu'il s'agissait de décisions citoyennes et que tout le monde participe, tout devait pouvoir être remis sur table, y compris les plus fondamentaux, également dans l'idée que justement, avec la politisation citoyenne, on ne verrait pas de grands retours en arrière ou les craintes que l'on nous dit sur un retour à la peine de mort, etc. Voilà. Nous, on avait pas mal d'idées en commun avec les autres groupes et on avait pensé donc, à un organe de contrôle en se disant tout de suite que c'était un problème puisqu'il y avait énormément de pouvoir qui était concentré sur cet organe.
Donc on a essayé de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait en quelque sorte diluer ce pouvoir. Et donc on a pensé à un tirage au sort qui serait pondéré en fonction des CSP, les catégories socio-professionnelles, pour qu'on ait au final un organe qui soit vraiment représentatif de la population française, à la différence de l'Assemblée aujourd'hui par exemple. Et ces chambres tirées au sort pourraient fonctionner comme des jurys citoyens, un petit peu comme ce dont on a parlé tout à l'heure, Jacques Testard et Sciences citoyennes, les conférences de citoyens. Donc cette idée d'avoir des gens comme vous et moi tirés au sort, mais qui sont entre guillemets éclairés par des avis contradictoires d'experts indépendants. Peut-être de prévoir des protections pour ces gens-là, anonymat, protection sur les familles, la pression à l'emploi, ou protection contre la corruption. Ça reste un organe qui aurait énormément de pouvoir, puisqu'il aurait le pouvoir finalement de bloquer n'importe quel référendum d'initiative citoyenne. Donc comment diluer ce pouvoir? Et la réponse qu'on a pensée, c'était de diluer cela en décentralisant cet organe, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas simplement une chambre qui siégerait à Paris, mais qu'on aurait par exemple pour un référendum national, je prends l'exemple du référendum national, on aurait un organe par région. Je change d'échelle, je prends l'échelle régionale. Si c'était à l'échelle régionale, on aurait un organe par département concerné. Vous voyez, de manière à ce que la décision ne soit pas prise par un seul organe, mais en fait par une multitude d'organes qui sont décentralisés. Pour informer, soit par un canal télévisuel, mais ça serait une télé, après on verra qui, ça c'est juste l'idée, mais qui aurait des créneaux de diffusion obligatoires sur les télés mainstream, c'est-à-dire les télés habituelles. C'est pour pouvoir avoir accès justement à l'information. Obligé BFM. Voilà. C'est la punition. Et aussi une information papier sous forme de journal qui serait une double page, incluse aussi par exemple tous les dimanches dans les journaux officiels et un site internet dédié. Okay. Voilà en termes d'information. On a réfléchi à pas mal de mesures par rapport aux médias qui se mettraient en application avec le RIC pour avoir une information qui serait moins partielle, moins orientée, moins biaisée. Je vous en dire quelques-unes. Au moins une chaîne d'information rattachée aux propositions du RIC, financée par l'État sous contrôle d'un jury citoyen tiré au sort, sans publicité et sans aucun financement privé. 2 niveaux d'information, régional et national, avec un système plébiscitaire pour la programmation. Doucement. Donc 2 niveaux d'information régionale et nationale. On a réfléchi à un système plébiscitaire pour la programmation, c'est-à-dire qu'il y aurait des propositions de la part des citoyens et on prendrait des plus plébiscités. Financement des journalistes d'investigation indépendants des organes de presse. Financement des journalistes d'investigation indépendants des organes de presse. Donc des journalistes aussi qui travaillent en fond et hors des rédactions pour permettre d'avoir encore plus d'indépendance. Mission d'information civique et plurielle contrôlée par jury citoyen de la part de cet organe dont on parlait. Les médias appartiennent à leurs employés. Une profession de foi éthique pour les journalistes d'État. Une limitation des salaires maximums pour les journalistes. Une équité des temps de parole pour les différentes formations politiques dès les débuts des débats publics. Et une procédure de vote nécessairement infalsifiable. Pour l'information qui doit être objective, neutre et indépendante, on a lu ce qu'il avait écrit par rapport à ce qu'avait proposé Étienne Chouard et on était principalement d'accord sur l'indépendance qu'il pouvait proposer, donc on n'a pas tout repris, mais on s'est dit que c'était pas mal ce qu'il avait déjà fait. Voilà. 3 jours de vote par an, ça peut être des votes multiples, c'est-à-dire le même jour, plusieurs votes, des dimanches, si c'est plus simple parce que c'est fait actuellement. Les électeurs inscrits, et là ce coup-ci inscrits, contrairement à tout à l'heure, on nous a incité à voter, donc on suppose que maintenant ils sont inscrits. Les majorités requises pour le législatif, abrogatoire et révocatoire, majorité des votes exprimés. Et pour la constituante, 3/5 des suffrages exprimés. Par contre, je voulais juste revenir sur ce qu'on disait sur l'organisme entre guillemets de contrôle. On a oublié de dire qu'on aimerait que ça, ce qui justifie en fait de ceux qui contrôlent et comment ils ont contrôlé.
qu'il y ait un retour sur leurs actions. Un compte rendu de leur débat. Alors, quel que soit l'organisme de contrôle, que ce soit au niveau national, local, peu importe s'il y en a plusieurs ou pas, il faut qu'il y ait toujours une justification, même si ce sont des citoyens qui vont prendre des décisions, il faut qu'ils justifient le. S'il y avait une majorité de votes blancs, enfin on comptabilise les votes blancs, et que s'il y avait une majorité de votes blancs, ça redéclenchait un nouveau processus d'information. Ça voulait dire que on n'était ni oui ni non, donc on ne sait pas, donc faut relancer l'information du débat et de l'échange. Alors, on avait fixé un taux de participation minimal à 30%, sachant qu'on le considérait comme bas, mais que également on estimait qu'avec la politisation croissante des gens, le taux pouvait être revu à la hausse dans les années suivantes, et un taux de validation à 50%, sachant qu'on avait également prévu que on ne pouvait pas revenir sur une loi durant un délai de 3 ans après qu'elle ait été adoptée, afin de lui laisser le temps d'application et de la juger sur ses effets. Et que si jamais elle avait été validée à une faible majorité, c'est-à-dire entre 50 et 50%, et 50 et 55, pardon, elle était amendable. Alors on ne pouvait toujours pas l'abroger avant 3 ans, mais voilà, elle était amendable. Une fois. Une fois, c'est ça. On ne pouvait pas l'amender à répétition. Pas de veto après le vote et les résultats du référendum promulgués sous 15 jours. Et la mise en pratique? Le RIC révocatoire, révocation des faits immédiats pour le président. Promulgation dans le mois qui suit. Et pas de veto, seul un référendum pourrait revenir sur une décision prise par un référendum. On est tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a les deux qui nous ont dit ça? On est tout à fait bon avec. Le RIC aussi, il faut pas qu'il soit. Le RIC et ses modalités, il ne faut pas qu'elles soient modifiables par les parlementaires. Par exemple, la seule manière de modifier le RIC et les modalités, c'est par un RIC. Et en cas d'irrégularité lors du vote aussi, de fraude ou quelque chose comme ça, on refait un vote. Je sais pas, à la prochaine session ou quoi. Et pour les effets, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Oui, on a dit aussi que la Constitution ne peut être modifiée que par RIC et que les parlementaires et autres n'ont pas le droit de changer la Constitution. Exactement la même. C'est une première synthèse qui va être envoyée à toute la liste de contacts. Donc je vous invite à laisser votre mail à la table au fond pour avoir le texte de synthèse des discussions qui auraient été faites par le groupe de travail. C'est un premier texte. Ce texte va être aussi envoyé aux parlementaires du groupe de la France Insoumise, puisque c'est eux qui vont déposer le texte le 6 janvier et qui va être voté et mis en débat le fin février, le 24 février. Ça va être envoyé à tous les autres députés, ça va être envoyé par exemple à la Carmagnole, à toutes les coopératrices, tous les coopérateurs de la Carmagnole, puis aux copains et copines des différents ronds-points où il y a des gilets jaunes qui continuent à se mobiliser. Donc ça va être envoyé largement, pas pour sanctuariser le texte, mais pour que ce soit un texte de travail. Parce que l'idée, c'est que ce qui s'est passé ici, aujourd'hui, ça essaime un peu partout, sur les ronds-points, dans les lieux de travail, dans les lycées, dans les facs, pour que les gens s'approprient ce débat, cette discussion, et enrichissent le texte, le premier texte qu'on a là. Jusqu'au 24 février, on a un mois et quelques pour pouvoir faire des retours par rapport au texte qui va être déposé par le groupe de la France Insoumise, qui va être discuté fin février. Parce qu'il y a la possibilité d'avoir des amendements. Y compris de leur part. C'est-à-dire qu'ils peuvent déposer un texte qu'ils amendent eux-mêmes, suite à ce que nous on fera remonter. Donc il y a un travail à faire. On ouvre pour qu'il y ait un maximum de propositions, on fait tout remonter et on voit ce que ça donne. Ce document-là, qui va être envoyé à Ruffin, ça c'est la phase parlementaire, c'est leur tempo. Mais surtout, nous, vous allez l'avoir sur la boîte mail. Et après, rien ne nous empêche d'aller sur les ronds-points en disant, bon ben voilà, avant on avait 2 textes. Celui de Ruffin, celui de Chouard. Maintenant on en a un 3e. Et ben, que ça continue. Voilà. Et donc on aura aussi ça pour continuer à débattre. Ben regardez, on a pensé à l'organe de contrôle ou pas, comment est-ce qu'on l'appelle, comment. Et il faut continuer ce processus-là, qui est un processus constituant. Voilà.